Régénération Caraïbes, le podcast. Régénération. Écoute. Alors en même temps, on a mangé sur le littoral, on s'expose plus. On a un fil à la patte, l'électricité, on est sur le littoral, on s'est exposé à la nature. On a fait des constructions, les maisons étaient en bois ici, les grandes maisons créoles aussi. Ils ont suivi des cyclones et des contrabandes terrestres ce jour-là. On a plein de béton autour de nous. L'obligation de construire parasismique en Guadeloupe. Alors, pour la France nationale, territoire national, Guadeloupe-Martinique compris, les zones les plus sismiques de France, c'est Guadeloupe-Martinique. Ouais. Ah ouais. Il n'y en a pas d'autres. Ah ouais. Bien sûr, il y a Nice-Côte d'Azur, les Pyrénées, tout ça, mais c'est le stade en dessous. Ouais. Nous, c'est Guadeloupe-Martinique. Et avant, on avait construit en bois. Maintenant, on a construit un peu en béton, un peu n'importe comment, sachant que les bâtiments collectifs et recevant du public sont aux normes théoriques depuis les années 60-65, mais ils ont vieilli et les normes ont changé. Donc, il y a eu des destructions. Changy, Bergevin, Pointe-à-Pitre, les taux au Gabard, c'était détruit parce que c'est plus aux normes. Donc, il faut revoir. Mais l'obligation de construire parasismique pour le particulier, c'est 2011. Ah ouais. Donc, il y a certainement des tas de maisons bien construites, en coup de main ou pas coup de main, qui sont bien construites, qui vont tenir. Mais il y a certainement un gros paquet de maisons qui ne vont pas tenir. Ouais. Et maisons individuelles. Donc ça peut quand même faire mal. Alors, les collègues du BRGM à l'époque, le fameux rapport Gémétis qui était sorti, qui avait fait un petit scandale à l'époque, 10 000 morts en Guadeloupe et simultanément 10 000 morts en Martinique, dans la situation actuelle. Simultanément. Wow. Le même séisme fera des dégâts dans toutes les îles autour. Imprévisible. Et c'est imprévisible, ça peut se produire pendant qu'on parle là. Donc en fait, c'est quand même, si tu penses à ça, c'est quand même un peu flippant. Oui, alors je dis ça, c'est flippant. Ouais. Si tu penses que ça va arriver, ça va nous tomber dessus, on va mourir, c'est flippant. Je dis tout le temps, et je commence mes conférences comme ça, les volcans ça tue, les cyclones ça tue, les tremblements de terre ça tue, mais un truc qu'on fait tous les jours, dont on n'a pas peur, et qui tue encore plus que tout ça. C'est quoi? Prendre le volant. La route. Ouais, c'est ça. La route, c'est 1 400 000 morts par an dans le monde, chaque année. Alors qu'Haïti, ça a tué 250 000 personnes en 2010 et c'est tout. Ouais. Un coup comme ça. Si tu penses en termes de statistiques, c'est tout de suite moins inquiétant. D'accord. Et puis la pollution aussi. On est à 7 millions de morts en 2015, 8 millions de morts en 2018. Pollution mondiale. Ouais. Pollution. Les papiers, les ordures et compagnie. Donc on fait des trucs qu'on fait tous les jours, on n'en a pas peur. Et il se trouve que, on va avoir peur de risques naturels majeurs. Oui. Bon, et moi j'ai fait aussi beaucoup d'avions en passager ou en pilote. J'ai eu des accidents, je suis encore là. Et ça tue moins que la route. Et que les risques naturels majeurs. D'accord. Donc il ne faut pas avoir peur n'importe comment, je veux dire. Ouais, je comprends. On a le droit d'avoir peur, mais il faut surtout ne pas paniquer et savoir avoir bien fait les choses, se préparer. Donc construire parasismique. Zone sismique, construire parasismique. Et en respectant les règles de construction, mais aussi les règles d'implantation des bâtiments sur des types de sols. Parce qu'on ne peut pas construire parasismique n'importe comment, n'importe où. D'accord. On ne met pas une maison parasismique sous une falaise, au bord de falaise, par exemple. Ni dans une mangrove, enfin bon, des tas de choses comme ça. Par contre, il faut aussi adapter son comportement. Ok. Ne pas sauter par la fenêtre. S'il y a un tremblement de terre. Eh oui, se protéger à l'intérieur et ne pas paniquer au point de sauter par la fenêtre parce que ça tue. Et puis il y a une troisième chose à faire, c'est l'aménagement de la pièce dans laquelle on est. Tout objet mobile, non fixé et En hauteur. parfaitement inutile n'a pas sa place dans une pièce. C'est un boulet de canon. Les photocopieurs sur roulette, les réfrigérateurs, les placards, tout ce qui est capable de bouger sur une secousse sismique, ça devient un boulet de canon. À l'époque, les téléviseurs à tube cathodique sur table à roulette, ça tuait. Ah oui. D'accord. Donc, il y a des choses que, c'est pas arrivé à mettre dans les écrans plats. C'est moins lourd, mais ça tombe quand même. Ça peut blesser un bébé, enfin, ça peut faire des éclats, n'importe quoi. Donc, il y a des tas de choses à faire qui permettent d'avoir de la résilience quand il y a un phénomène comme ça et d'avoir le moins de dégâts, le moins de conséquences possible. Ça, on sait faire. Ouais. Voilà. Et si on le fait pas, c'est notre faute. Ouais. Voilà. Ok. Par rapport à tous les risques qu'on a, parce que si on les énumère, donc on a dit les risques volcaniques. Alors, risque volcanique explosif, volcan explosif. En Haïti, il n'y a pas de volcan. Parce que volcan tremblement de terre, c'est pas la même chose. Non. Ici, on a les conviens d'avoir les deux méchants. Ouais. Tremblement de terre de compression et volcan explosif. Ouais. Deux phénomènes les plus méchants de la planète dans ce domaine-là.
On a les cyclones tropicaux, Oui. phénomènes météorologiques les plus méchants, avec les tornades. Ouais. Et on a associé aux tremblements de terre et volcans, et glissements de terrain sous-marins, on a les tsunamis. Et alors, les tsunamis, on n'en a pas parlé. Ouais. Pas encore. Peut-être, pas encore. Pas encore. Les tsunamis. Ben, tsunami, c'est un tsunami. Ouais. C'est une élévation exceptionnelle du niveau de la mer sous l'effet de phénomènes géologiques. Éruption volcanique, tremblement de terre, glissement de terrain sous-marin. Et un tsunami, ça peut être une hauteur d'eau comme ça, 5 mm. C'est ça. C'est juste de l'eau qui sort de son niveau normal. C'est ça. Et souvent, il n'y a que des appareils qui peuvent détecter ce genre de choses. On ne le sent même pas, nous, en tant que... Des fois, on s'en aperçoit pas. Et alors, surtout si on est en plein océan, parce qu'un tsunami, l'eau de mer ne se déplace jamais. Ça, c'est de la physique, ça. Ah oui, elle se déplace pas. Non, c'est une onde qui se déplace sur l'eau. Ouais, d'accord. C'est comme quand on jette un caillou dans une flaque d'eau. Donc, il n'y a pas un courant qui arrive. Non. C'est des vagues. Il y a un front d'énergie qui arrive, mais c'est une onde. C'est-à-dire que c'est sur la profondeur de l'eau, zéro profondeur maximale, ça peut être 4 mm, 5 mm Ouais. ou 100 mètres. Et quand c'est 100 mètres, c'est mauvais. Quand c'est 4 mm, c'est bien. Ouais. On peut être au milieu de l'Atlantique, avec cette oise à rame, avoir le plus gros tsunami de la planète qui passe sous son bateau, et on s'en rend pas compte. Parce qu'on ne pourra pas faire la différence entre le clapot normal et le tsunami. Il n'y a que les appareils qui vont mesurer la période et puis le truc, ils diront ça c'est un tsunami. Donc en mer, ça ne se voit pas déjà en pleine mer, donc il n'y a pas de films de bateaux qui sont renversés, ça c'est la légende pour les tsunamis. Et l'eau ne se déplace pas. C'est une onde qui se déplace dans l'eau, comme ma voix se déplace dans l'air. Ce n'est pas les particules d'air qui sortent de ma bouche qui vont à tes oreilles. C'est l'onde qui part de ma bouche et qui fait vibrer l'air. Et donc l'eau vibre en fonction de l'énergie qu'on lui a apportée, c'est le tsunami. C'est une onde qui se déplace dans l'eau. Et cette onde, lorsqu'elle arrive près du littoral, alors cette onde, elle va très vite au milieu de l'océan, des centaines de kilomètres à l'heure. Ah ouais. Donc l'eau ne peut pas se déplacer à cette vitesse-là, c'est trop dense. Donc cette onde va très vite. Et la hauteur d'eau, c'est quelques centimètres, 40 centimètres. Et la longueur d'onde, c'est-à-dire la distance entre deux crêtes ou deux creux successifs, c'est 200 kilomètres. Donc en plein océan, ça ne se voit pas. Mais sur la côte. Mais quand ça se rapproche de la côte, déjà ça ralentit. Et comme le niveau de profondeur diminue, l'énergie n'est plus dissipée entre la surface de l'eau et toute la profondeur, ça se concentre sur de faibles profondeurs. Donc ça donne un effet de vague. Ah oui. Et ça gonfle, ça ralentit. Et ça peut donc donner ce qu'on appelle une vague qui va pénétrer à l'intérieur des terres. Mais c'est lorsqu'on est près de la source qui a créé le tsunami. D'accord. Et quand on est un peu loin, ben, l'eau va monter, va faire comme un pas incliné, puis ça va faire une inondation. Ça peut être une inondation douce ou une inondation désastreuse qui va tuer aussi, ça peut tuer. On a connu des tsunamis importants aux Antilles, là. On en connaît 3. Alors, 1er novembre 1755, c'est vieux, hein? Jour de Toussaint 1755, il y a eu un tremblement de terre qui a détruit Lisbonne, la capitale du Portugal. Ah ouais. Magnitude 7,5, je crois. Qui a déclenché un tsunami qui a traversé l'Atlantique à 600 km à l'heure. Waouh. Donc ça a pris 10 heures pour traverser l'Atlantique. Donc à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de radio. Ouais. Donc les gens de Sainte-Anne, Guadeloupe et tout l'arc des Petites Antilles ont vu arriver, enfin d'abord le creux, parce qu'en fait c'est une onde, donc il y a une crête et un creux. Successif, hein, c'est ça. Donc ils ont vu un creux d'abord. Alors le creux, ça correspond à quoi sur la côte? Ben, la mer se retire. Et donc les gens de Sainte-Anne, à 3h de l'après-midi, 1er novembre, ils ont vu partir la mer au large, ils ont vu les cailles se dégager. Ah, oursin, lambi, palourde et compagnie. J'ai fait ça dans ma jeunesse là. Et puis 40 minutes après, 3 quarts d'heure après, la mer revenait. Et elle était allée toucher l'église de Sainte-Anne. Et à 9h du soir, ça faisait toujours des allers-retours entre le large et l'église de Sainte-Anne. Et il n'y a pas eu de mort. Il n'y a eu que des blessés. Ça, c'est un des tsunamis graves. Sinon, il y a eu un 1848 tsunami des îles Vierges. Et 1867 aussi de Nevis, qui vient donc des îles du Nord, les îles Vierges. Et alors, il y en a un, je crois, c'est celui de 1867, dont les témoignages montrent que l'eau serait arrivée à l'église de Sainte-Rose. Ah oui, quand même. Sainte-Rose, c'est pas rien. Ah ouais. Bon, ça venait des îles Vierges, voilà. Donc du nord-ouest des Antilles. Ouais. Donc c'est ces 3 tsunamis graves dont on a encore la mémoire. Et bon, il y a des petits tsunamis. Montserrat, pendant sa crise de 95 à aujourd'hui, nous a fait 3 tsunamis sur la côte sud. Ouais, ouais. En 96, j'étais là-bas,
en hélico en plus, on a vu ça, en 2003 sur des et en 2006, 3 tsunamis créés par des éruptions volcaniques de Montserrat. Et le problème, c'est qu'on ne connaît pas le T0 parce qu'on ne sait pas qu'il y a eu un phénomène à Montserrat. Et on voit soit l'eau se retirer, soit l'eau rentrer. Donc, on a combien de temps s'il y a un tsunami important qui arrive? Ça dépend. Alors, Dans le pire des cas. pour donner une alerte, Ouais. une sirène, ça ne sert à rien si on a un temps de trajet de tsunami qui est inférieur à l'ordre de 20-25 minutes. Ça ne sert à rien. Parce que alerte, on va paniquer, on n'aura pas C'est le même temps pas ça, c'est que le temps, comme vous avez, par exemple, imaginez-vous Porto Rico, on a un trajet de 25 minutes. Ouais. Tsunami qui part de Porto Rico, on ne va pas sentir le phénomène ici, on ne le verra pas. Donc on a un tsunami qui vient de Porto Rico. Ce Porto Rico, c'est quoi? C'est 400-500 km. Ouais. Le temps qu'il arrive, 20 minutes de trajet, il faut que le gars de Porto Rico téléphone à un service des tsunamis mondiaux qui va téléphoner à Météo France, enfin il y aura une alerte à Météo France qui fait la permanence H24 en Guadeloupe, c'est les seuls. Ok. Météo France contacte le préfet. Et le préfet doit contacter les maires de la côte concernée. Ouais, d'accord. Et le maire de la côte concernée, il faut qu'il appelle le tartanpion qui s'occupe de la section port de mer. Et puis le bord de mer, il faut prévenir les gens. Mais on n'a pas une appli maintenant en 2023 qui bip bip. On essaie, on tend vers ça, mais il y a toujours un délai humain. Ok. Donc, les tsunamis, on a fait l'expérience inférieure au temps de trajet inférieur à 20 minutes. Les sirènes ne servent à rien. L'alerte ne sert à rien. Alors, au-delà de 25 minutes, on a le téléphone et la radio, et là, ça marche. On peut prévenir, on a le temps de prévenir. Mais le trajet de tsunami entre Montserrat et Dé, c'est 7 minutes. Ah ouais. Donc, on forme les gens, moi, je forme les gens à reconnaître ce que c'est qu'un tsunami. Alors, évidemment, si on dort, c'est pas pareil. Mais même si ça tue pas, en général, c'est de l'inondation. Quand vous voyez, alors je dis ça aux gens tout le temps, quand vous êtes sur la plage, vous êtes sur votre serviette, sur le sable, la mer vient mourir sur le sable devant vous et repart, et revient et repart. Ça, c'est le flux normal. Mais si par hasard, vous observez que la mer, elle repart, elle repart plus loin que d'habitude, plus loin que la normale. Et si vous êtes à Sainte-Anne, vous voyez les cailles qui se dégagent. Ouais. Là, vous prenez bibi et cocotte, vous avez votre BM double pied, pas de voiture. Ouais. Ah ouais. Ah oui. Jamais, on n'évacue jamais une zone en danger avec une voiture parce que vous ne passerez pas. À pied, ça va toujours plus vite. Vous prenez vos 2 pieds et vous évacuez en sens inverse. Vous avez le temps. Ça peut prendre 20 minutes, hein, le retrait. Vous avez le temps et vous vous mettez à l'abri sur 5-10 mètres de hauteur. Vous attendez que ça se passe. Pas sur une construction aussi, ça peut être. Pas en bord de mer parce que la construction peut être démolie. Un morne idéalement. Vraiment, en idéal, oui, un point haut. Ouais. Un point haut naturel. Ouais. Ça, c'est la première alerte. Ça, c'est un premier cas plutôt. Un deuxième cas, vous êtes sur votre serviette et vous voyez que l'eau, elle pénètre sur le sable. Elle mouille votre serviette et puis elle passe derrière vous. Elle va mouiller derrière le sable qui est derrière vous. Donc l'eau pénètre anormalement loin à l'intérieur des terres. Vous êtes aussi en situation de tsunami. Vous avez encore le temps, toujours le temps, de prendre vos 2 pieds et d'aller vous mettre à l'abri sur un point haut. Ouais. Ça, il faut apprendre ça aux gens, visuel. Parce que les 3 quarts de tsunami, c'est comme ça que ça se passe. Et vous ne savez pas qu'il y a eu un phénomène tel endroit qui fait que la mer rentre, on va s'en aller. Ouais. Ça, c'est important. De nuit, c'est pas facile, si vous habitez au bord de la mer. Mais bon, c'est très grave. C'est très grave. C'est pas très grave. L'eau passe sous votre lit et va sortir par la pièce d'à côté. C'est pas méchant. J'ai eu l'exemple d'un mariage qui s'est produit à Dé, sur une plage, dans une boîte de nuit, restaurant, sur une plage de Dé, en 2003. À 1h du matin, les gens dansaient dans la salle. Et puis, mais il y a de l'eau par terre. C'est la mer qui traversait le restaurant, qui venait d'un tsunami de Montserrat. Donc, il n'y a pas de danger particulier. D'accord. Mais simplement, il faut reconnaître ça. Alors, peut-être que le danger peut venir après, hein, attention, parce que l'eau va monter, et si c'est important, ça va monter, et ça deviendra grave. Mais si ça reste au niveau de la cheville, ça ne va pas plus loin. Ouais, d'accord ? Je comprends. Ouais. Donc, il faut que le kidam, le citoyen, s'habitue à détecter le tsunami de ses yeux. Je sais qu'à des Irans, ils ont des sirènes d'alerte. Les sirènes, ça sert dans certains cas, mais ça ne protégera pas à coup sûr. Donc, il y a des moments où on n'aura pas le temps de déclencher les sirènes. Ouais. Il y a certaines plages où il y a des, comme je pense à des haies, il y a des parcours fléchés. La ligne bleue. Ouais. Alors, Anguilla aussi, des îles qui sont tsunami ready, c'est-à-dire qui sont prêtes, qui sont organisées pour ça. Au-delà de telle ligne, vous êtes à l'abri, en dessous de la ligne, vous n'êtes pas à l'abri. Alors, des îles ont fait ça, il paraît, je n'ai pas encore vu, j'ai entendu parler de ça. Ouais.
Mais bon, pourquoi pas? Mais il faut passer par tous ces phénomènes-là. Il faut surtout que les gens aient conscience que ça peut arriver. Si ça arrive ici, Rézé, Grand Jarry, Place à la Victoire, ça peut arriver. Ça peut arriver jusqu'ici. Hein. Ben, Ouais, on est au niveau de la mer ici. Là. un tsunami, ça fait le tour de l'île. Hein. Ça englobe. Ouais. Si c'est un tsunami important, Ouais. ça vient de l'ouest, ça vient sur la côte Soudan, ça va d'abord taper dans la côte Soudan, Port-Louis, Terre de Bas. Il ne faut pas oublier le Nord-Grande-Terre, mais ça va s'enrouler autour de la Guadeloupe et ça peut revenir par le petit cul-de-sac marin. Ouais. Et d'avoir été pitre. À propos de carte de la Guadeloupe et de s'enrouler autour de la Guadeloupe, et puis de berre, de rive, l'érosion des côtes, est-ce qu'elle est visible vraiment? À quoi on peut s'attendre? Et qu'est-ce qu'on peut faire? La mer monte, c'est sûr, la Ouais. planète se réchauffe, c'est sûr. Ouais. Donc les plages rétrécissent, c'est sûr. On a attaqué la mangrove, donc ça n'aide pas. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, je ne sais pas si tu étais là à l'époque, pendant des dizaines d'années, on exploitait le sable du fond marin, du petit cul-de-sac marin, avec une drague. On a sucé tout le sable qui est entre Gosier et Petit-Bourg au fond de l'eau. Et donc, quand tu suces le sable qui est au fond de l'eau, ben, le sable des plages d'à côté, il redescend. Et donc, effectivement, les plages du Gosier ont rétréci. On a fait pareil dans le cul-de-sac marin, au large de Bémao, dans la partie mer de la ville. Ouais, le port de Plaisance. Ouais. Voilà. Faut pas oublier ça. Ok. Donc l'homme agit là-dessus, et je crois que l'action de l'homme est plus importante dans cette histoire de disparition de plage, Ouais. de sable, que l'action de la nature. D'accord. Parce que quelque part, à chaque cyclone, ben, les cyclones défont et refont les plages. Oui, ça. Rivière Sens, à Basse-Terre, avant le cyclone David, 1979, il n'y avait pas de plage. Et la nouvelle route de Rivière Sens, qui a été fonctionnelle à partir de 78-79, après la Soufrière. Avant, tu faisais Vieux-Fort, Basse-Terre, mais pas en Trois-Rivières ou en mer, mais jamais à terre, jamais en voiture, il n'y avait pas de route. C'était des plages, Lance Petite Fontaine. Et les gens, il y avait un restaurant là, que je connaissais bien, D'accord. et les gens allaient au restaurant en bateau. D'accord. Ok. Donc la route de Rivière-Sens, elle est construite sur des plages, et les cyclones ont déplacé le sable, ont mis à Rivière-Sens, et puis un jour, ils vont le mettre ailleurs. Il y a du sable qui part à petite distance bouillante, ensuite il va à la place de l'étang. Ça se déplace au gré des cyclones. C'est comme dans le grand cul-de-sac marin, où les bancs de sable se déplacent aussi. On m'a dit que tu montrais à un moment donné dans tes conférences une carte de la Guadeloupe. Il y avait 1000 ans. Ouais. Ah oui, ben ça Alors, ça c'est ce qu'elle a ressemble, montré. Alors c'est pas mon travail, c'est le travail de Jean-Marie Floreur, qui est un écologue universitaire Européen, ouais. et connu, qui montre, mais ça c'est mondial ça, c'est l'histoire de la montée des eaux. La planète se réchauffe, je suis pour le réchauffement climatique, c'est le vrai terme. Dérèglement climatique, ça n'existe pas. Et changement climatique, ça n'existe pas non plus. Ah non? Non. La planète, depuis qu'elle est Terre, qu'elle est planète, ça a toujours changé le climat. Oui, ça c'est vrai. Bon. Et dérèglement climatique, ça suggère que c'était réglé avant. C'est vrai. Par qui et comment. Ouais. Donc le vrai terme, c'est réchauffement climatique, parce que ça se mesure. Mhm. Donc on sait que ça Exact. se réchauffe. Ça, c'est clair. Bon, les causes, on pourra en parler éventuellement. Il y a aussi l'homme, bien sûr. Mais, donc il y a 20 000 ans, et tu as appris ça à l'école, et moi aussi, il y avait des glaciations. Mhm. Il y avait des glaciers à New York, à Paris. Et ces glaciers-là, ils ont fondu. Parce qu'on a commencé une phase de réchauffement climatique. Histoire du soleil, la Terre autour du soleil. Bon. Et bien, depuis 20 000 ans, on a eu un réchauffement climatique. Et ces glaciers qui étaient en Europe et en Amérique du Nord, ils ont fondu. Et l'eau est allée dans la mer. Et tu sais de combien ça fait monter le niveau des eaux depuis 20 000 ans jusqu'à aujourd'hui? Non. Donne un ordre de grandeur. Je sais pas, 50 mètres, 100 mètres? 120 mètres. Donc, tu n'étais pas loin. Ouais. Alors, tout ça pour te dire que l'Angleterre n'était pas une île avant. Donc, si Hannibal ou Napoléon ou Hitler, ils avaient ça, ils auraient débarqué là-bas, déjà. Ouais. D'accord. Quand je regarde le grand cul-de-sac marin, ou même le petit cul-de-sac marin, l'îlet de Gosier, tous les îlets de Pointe-à-Pitre, là, le grand cul-de-sac marin, on te dit l'îlet Carrette, l'îlet Fajou disparaissent, catastrophe écologique. Excuse-moi, hein, ça me fait rigoler, parce qu'il y a un îlet entre Capesterre de Guadeloupe et Saint-Louis-de-Marie-Galante, qui est sous l'eau, là. Ça fait 20 000 ans. Il y a le Bon Flandre, qui est à l'est de la Désirade, qui est sous l'eau. Ok. Il y a le Bon d'Antigua, qui est au nord de la pointe de la Grande Vigie, qui est sous l'eau. Et tu as même pied, là. On regarde sur la carte de Google Earth, tu verras, il y a 1 mètre de D'accord. profondeur. À 30 km des côtes, au nord de la Grande Vigie.
Parce que la mer est montée, que ça noyait ces terres-là. Et que la mer est montée, l'Angleterre, ça crée la Manche et la mer du Nord. Et le grand cul-de-sac marin, c'était une seule terre avec la Guadeloupe et la même terre. Mhm. Et tu as le lit. Alors, j'ai fait de l'avion. Et quand tu décolles vers le Rézé, vers la rivière Salée, à basse altitude, tu vois à travers le niveau d'eau, 5-10 mètres de profondeur d'eau, tu vois encore le lit de la grande rivière Goyave qui va se jeter beaucoup plus loin. Ouais. Tu le vois à travers l'eau. Mm. Donc, Carrette et Fajou se noient. Ils ne disparaissent pas, ils se noient. Et c'est les derniers membres qui restent à noyer dans ce stade de réchauffement climatique. Ce qu'on ne te dit pas, c'est que dans 2-3 000 ans, la planète va recommencer à refroidir. Mine de rien, qui est l'homme ou pas, on va refroidir, puisque c'est un problème aussi de... On va s'éloigner du soleil, c'est ça? C'est un problème astronomique aussi, et puis c'est aussi alors d'autres problèmes liés au noyau terrestre, mais ça c'est autre chose. Eh bien, on va commencer à refroidir, et la prochaine glaciation est prévue dans 10 000 ans. Ça veut dire que d'ici 2-3 000 ans, la mer va commencer à redescendre, et que les terres qui sont noyées actuellement vont réapparaître. Et c'est un cycle qui se renouvelle tous les 20 000 ans. Tous les 20 000 ans, il y a des périodes de glaciation, refroidissement de la planète. Et c'est pas parce que nous, on vit aujourd'hui au XXe siècle, au XXIe siècle, que c'est exceptionnel et nouveau. Oui, ça, c'est On est devenu extrêmement, on va dire, prétentieux de penser que tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est nouveau et ça c'est jamais prévu. Mais on a quand même des indicateurs qui ont l'air de montrer que plus l'activité dans les dernières années humaines a augmenté, plus... D'accord, le CO2 a augmenté avec l'activité de la température et tout ça, mais je montre les courbes, je les connais. Ouais. Et mon ami Jean-Marie Floreur dit tout le temps, oui, mais tu sais, ça va plus vite aujourd'hui. Mais je lui rappelle, il y a 7000 ans, le Sahara était une zone tropicale humide. Mhm. Et il y a 7000 ans, c'est devenu un désert en 2 siècles. Ah oui, en 2 siècles. Alors, il y a 7000 ans, est-ce que 2 siècles c'est rapide ou pas? J'en sais rien. D'accord? Les poussières du Sahara qu'on a là, les brumes, ça existe depuis 7000 ans. J'ai des textes de certaines personnes qui faisaient traverser les Atlantiques, 1822, qui parlent de brumes de poussière, qui amènent des... Il y avait déjà des brumes de sable. Ouais. Et bien sûr. On appelait ça avant les temps blancs. D'accord. Nos pêcheurs, nos paysans appelaient ça temps blanc, parce qu'on ne savait pas d'où ça venait. Et depuis 1970, on est charnière, on lance des satellites, et on sait d'où ça vient. Et c'est devenu poussière du Sahara. C'est tout. Mais tous les déserts du monde et tous les Atacama, les Gobi, etc. du monde produisent de la poussière et pulvérisent comme ça autour de la planète. Et c'est ça qui a fait que la vie, en plus des oiseaux, s'est répartie sur la planète. D'accord. Bactéries comprises. Ouais. Tout ça, c'est un ensemble. Donc c'est une logique quelque part. On mesure mieux maintenant, on connaît mieux. Mais on a l'impression que c'est nouveau. Parce que, ah oui, mais on ne connaissait pas les poussières du Sahara avant. Je lui dis, ouais, c'est vrai, on appelait ça temps blanc. Sauf que le nom a changé. Ce qui a changé, c'est l'appellation. Ouais. Ouais, je comprends. C'est ça le truc. Mais c'est des phénomènes naturels qui ont toujours existé. Si tu avais une baguette magique, On devienne un petit peu plus responsable et moins mondial, qu'on s'occupe de soi-même le plus possible, qu'on soit... moi, je dis tout le temps, il faut être autonome en alimentation, parce que l'espèce humaine, il faut qu'il se nourrisse et il faut qu'il se reproduise. Point. Ça, c'est fondamental. Le travail, c'est une autre histoire. ouais. Bon, donc il faut être autonome en alimentation et nourriture. Donc, poisson, agriculture, élevage, tout ce qu'on veut. Eau aussi. Ouais. Et il faut être aussi autonome en énergie. Ouais. Avec ça, on fait tout. Alors, troisième position, on peut faire du tourisme. Mais mettre le tourisme avant, non. On n'a pas eu de tourisme à un moment donné. Ouais. Donc le tourisme, c'est de l'argent de poche. Je suis pour le tourisme. Mais c'est de l'argent de poche, entre guillemets. C'est pas avec ça, c'est pas vital, c'est pas un besoin vital. Le besoin vital, c'est s'alimenter et circuler, communiquer. Parce que c'est vrai que malgré tous les risques auxquels on est confronté, on a quand même la chance d'avoir un climat qui est super aidant pour l'agriculture, une terre aussi qui est fertile. Tu sais pourquoi on n'a pas de fromage, on n'a pas de charcuterie ici, à part le boudin, et encore ce boudin, c'est pas des charcuteries. C'est pourquoi? Parce qu'on mange toute On l'année. n'a pas besoin. On n'a pas besoin de faire des conserves. Ce qui fait qu'on n'a pas cette culture de conserver le lait, de conserver la viande, qui existe dans les pays tempérés, parce que l'hiver fait que Il n'y a plus rien. il n'y a plus rien, donc il faut avoir des réserves, il faut pouvoir manger. Ici, c'est pas la peine. Ben ici, c'est pas la peine.
Est-ce que... deux dernières petites questions. Non, je t'en prie, vas-y. Si, alors imagine, tu regardes ta télé 3 dimensions en 2043. Il y en a un 80, c'est ce que j'ai chez moi. Petite, D'accord. Bon, comme ça à peu près. alors, on est en 2043. Ah oui, voilà, je sais pas si je serai là encore. T'inquiète. Et là, tu regardes les informations de l'époque. Et une super nouvelle est annoncée. Je regarde les informations des années 50-60. Non, Y compris Léon Zitrone dans la télé avec sa cigarette. Non, pas Mourouzi avec sa cigarette au bec. c'est ça, c'est un hologramme de Morosi qui t'annonce une super nouvelle Oui. pour la Caraïbe. Quoi? Qu'est-ce que ça pourrait être? Ben, qu'on ait de bons moyens de transport entre nous, qu'on puisse échanger, qu'on puisse se nourrir. C'est toujours la même histoire, hein, c'est-à-dire communiquer, échanger. Ouais, Avant, on faisait du cabotage inter-île. ouais. Et on a fait de l'avion. Moi, j'ai fait de l'avion comme ça aussi. Je vais Baïf Antigua, Baïf Dominique, hein, en avion. Ouais. Sur ligne Baïf Marie-Galante, sur ligne. À ligne Public. aérienne. Oui, public. Public. Pas privé. Moi, Ça. j'ai fait ça en privé, mais pas privé. Donc on s'est La isolé fringue. en fait avec le temps. Eh oui. Marie-Galante, c'était le deuxième aéroport de Guadeloupe parce que balisé, on recevait les avions la nuit, des ATR, après le Rézé. Et puis on a tout cassé. Les bateaux, pas de leur faute, hein, mais ils ont tout cassé parce que c'est facile. Mais bon, mais à un moment donné, il faut revenir. On s'est affaibli de la même manière que l'espèce humaine s'affaiblit par sa nourriture, par son alimentation, par ses habitudes, par son accoutumance à l'électricité. On est devenu dépendant de l'extérieur. Et à tout point de vue, l'extérieur, l'électricité, l'extérieur, importation, à tout point de vue. Et de l'extérieur de soi-même, je veux dire, hein, de l'individu. Alors qu'on va manger sur place, on nous nourrissait, on n'avait pas besoin d'aller chercher ailleurs, même si c'était pas forcément, c'était des haricots rouges ou bien de la morue salée ou des choses comme ça, mais bon, on se nourrissait. Et maintenant, on est de plus en plus dans on va dire le futile, c'est-à-dire que c'est même plus de la conserve des salaisons, c'est du surgelé. Mais ça dépend de l'électricité. Ouais, c'est vrai. À un moment donné, il y aura un problème. Et Donc, il y a ce problème-là, tu fais quoi? Ouais. Donc, la bonne nouvelle pour moi, c'est de pouvoir être interdépendants entre nous, la Caraïbe. Moi, je suis très caribéen. Ouais. Petites Antilles, Grandes Antilles, et même continent Caraïbe, hein, donc États-Unis, Venezuela, Colombie, tout ça. Et échanger, et pouvoir ne pas sortir de Pointe-à-Pitre à 7 h du matin et arriver à Trinidad à 18 h le soir. On est à 500 km, ça m'est arrivé ça. Ouais. Tu as 3 heures d'attente à Antigua. Pas de ligne. Et après d'Antigua, tu repasses au sud de la Guadeloupe et tu fais des sauts de plus jusqu'à Trinidad. C'était une aberration. Ouais. Dernière chose, un livre ou un documentaire que tu conseillerais pour mieux comprendre toutes ces choses-là, ou une de ces choses-là, donc changement climatique ou risque. J'ai pas de livre alors récent, mais moi j'ai participé à un bouquin local qui s'appelle Éclat de temps. D'accord. Éclat de temps, c'est un pavé, Ouais. c'est épais de bien 5 cm, c'est un format supérieur à l'A4, Ok. donc ça pèse 3,5 kg. Ok. C'est éclat de temps, éclat comme éclat de verre, et temps comme le temps, la météo. C'est l'anthologie des cataclysmes, des paroxysmes climatiques de la Guadeloupe de 1635 à 2016. Super. C'est sorti l'année d'avant à Maria et Yoma. Et là-dedans, on a tous ces cataclysmes climatiques et on apprend pourquoi il peut grêler ici, au bord de la mer, pas qu'à la soufrière, et il ne peut pas neiger, par exemple. Est-ce qu'il y a un site internet où on peut retrouver soit ton activité ou celle de l'association Ah, mais ou bien... tu tapes mon nom et puis tu verras. Ok, simplement. C'est déjà, bon, j'ai fait des arts martiaux, j'ai fait plein de trucs. Tu vas trouver édition Petit Lebrun sur Internet. Petit Lebrun. Petit Lebrun, comme ça se prononce. Ouais. PLB édition. PLB Petit Lebrun Ouais. édition. D'accord. Bon, mais Christian, merci beaucoup pour cet échange. Bertrand, ben, pas de quoi. C'était un plaisir. On a parlé de tout et de rien presque, mais de peut-être Non. plein d'autres choses qui étaient au sujet. Mais ouais, mais c'était super intéressant. Je sais qu'on pourrait continuer longtemps, mais on va devoir couper. C'est normal, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont interdépendantes, qui sont liées. Ouais. Ouais. Comme disait un gars qui s'appelle Lucubert Séjour, petite bite vite bité, pas tant de bite. Ça veut dire que tout ce qui existe, ça existe parce qu'autre chose existe. On dit, hein, ouais. Voilà, donc rien ne se fait au hasard. C'était Régénération Caraïbe, le podcast de la transition écologique dans la Caraïbe. Si vous avez aimé, on vous invite à
laisser des commentaires, à nous poser des questions, à mettre des likes et à nous suivre surtout. Un épisode toutes les 2 semaines sur cette thématique. À la prochaine. Écoute. Régénération Caraïbe, le podcast.